Durant les prochaines décennies, l'homme franchira une nouvelle étape dans sa conquête de l'espace. Et pas des moindres. Le premier pas de l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969 a prouvé à la Terre entière ce dont l'homme est capable lorsque les moyens nécessaires sont réunis et surtout lorsque le rêve d'exploration réside au plus profond de ceux qui mènent le projet. Presque 50 ans après cet exploit, l'homme a officiellement une nouvelle destination en tête. Bien le bonjour les apprentis astronautes, j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes-vous déjà demandé quel intérêt y avait-il pour l'homme à embarquer à bord d'un lanceur de quelques milliers de tonnes, de voyager plusieurs mois dans des conditions difficiles et d'atterrir sur une planète située en moyenne à une centaine de millions de kilomètres de la Terre, où l'air n'est même pas respirable? Bon, à vrai dire, cela ne m'étonnerait pas si vous me répondez qu'on n'en a pas besoin d'une raison précise pour vouloir aller sur Mars. Mais dans les faits, c'est légèrement plus compliqué. Vous vous en doutez probablement, mais une mission d'exploration telle que celle que l'homme prépare actuellement pour Mars n'est malheureusement pas gratuite. Pour exemple, prenons le programme Apollo. Le coût total de ce programme est estimé à 25 milliards de dollars, du moins dans les années 70, car avec la valeur actuelle du dollar américain, ce coût avoisinerait plutôt les 135 milliards de dollars. À titre de comparaison, le PIB de la Hongrie est estimé à 125 milliards de dollars seulement. Donc oui, on peut dire qu'aller sur la Lune aujourd'hui coûte au moins 5 fois plus cher que dans les années 70. En bref, lancer un programme d'exploration spatiale coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Le problème avec cela, c'est qu'il faut en conséquence pouvoir se justifier d'un tel investissement, car tout le monde ne voit pas en l'exploration interplanétaire une évidence. En juin 2014, la NRC a été chargée de définir précisément les objectifs et la vision à long terme de l'exploration spatiale et du vol habité. Cette étude est en fait née de la NASA Authorization Act de 2010, loi qui stipule les directions accordées à la NASA pour ses projets actuels et futurs, ainsi que le budget alloué. L'objectif de ce comité n'était pas directement l'exploration de Mars, mais l'exploration spatiale au sens large, Mars y compris. La première chose qui en est ressortie est que la volonté d'exploration de l'homme repose globalement sur deux questions existentielles qui sont les suivantes. Jusqu'où l'homme peut-il aller au-delà de la Terre? Et que pourrons-nous découvrir et accomplir lorsque l'homme atteindra de nouvelles surfaces? Je dois avouer que si l'on y réfléchit un petit instant et qu'on tente de répondre à ces questions, notre imagination d'explorateur laissera parler nos rêves les plus fous. Cependant, comme je l'ai dit, ce sont des questions existentielles, autrement dit, elles n'auront probablement jamais de réponse complète. Mais comme l'a précisé le comité, ces dernières sont avant tout ce qui alimente la motivation de l'homme à se questionner et à aller toujours plus loin. En d'autres termes, chercher la réponse à ces deux questions n'est pas un objectif suffisant pour justifier un programme. Le comité a donc tenté de mettre en avant plusieurs raisons tangibles et compréhensibles de tous, et c'est ce que nous allons essayer d'analyser pour répondre à notre question: pourquoi l'homme doit-il aller sur Mars? Au-delà des questions existentielles présentées juste avant, il existe d'autres questions dont l'homme aimerait un jour des réponses. La vie existe-t-elle sur d'autres planètes? Mars a-t-elle abrité la vie dans son passé? La Terre subira-t-elle le même destin? Ou encore existe-t-il d'autres formes de vie dans l'univers? Explorer Mars est une étape clé dans la quête de ces réponses, et pour ce faire, un grand nombre d'expériences scientifiques doit être menées à la surface de Mars. L'épopée scientifique de l'homme sur Mars pour répondre à ces questions a déjà commencé en vérité, et ce depuis bientôt 50 ans. Sans compter la récente mission InSight, l'homme a envoyé un total de 15 objets artificiels sur la surface de Mars depuis 1971. Par objet artificiel, il est sous-entendu rover ou module d'atterrissage. Sur ces 15 objets, seuls 10 ont pu récolter et envoyer des données vers la Terre. Les 5 autres ont pour la plupart très mal vécu leurs premiers instants sur la surface. Et enfin, sur ces 10 objets, seuls 2 sont encore actuellement en service. Opportunity lancé en 2003 et Curiosity lancé en 2012. Enfin, pour être tout à fait juste, seul Curiosity est officiellement reconnu comme actif, puisqu'à la suite de la tempête de sable en juin 2018 sur la planète rouge, Opportunity ne donnera plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, Opportunity, qui fait partie du programme MER, a pour but d'étudier la géologie mais également de chercher les indices sur le rôle qu'a joué l'eau dans l'histoire de la planète rouge. De son côté, Curiosity a pour principal but d'étudier l'habitabilité de formes de vie microbiennes sur la surface. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que notre premier argument est précisément à propos de ces derniers. Les capacités d'un robot explorateur n'égaleront jamais celles d'un humain dans un environnement aussi complexe que Mars. Premièrement, le robot possède une mobilité grandement réduite vis-à-vis de l'homme. Prenons par exemple le cas Apollo 17. Savez-vous que les astronautes de cette mission ont parcouru 38 km sur la surface lunaire en 3 jours, alors que le rover Opportunity a mis 8 ans pour parcourir la même distance? Certains diront que ce n'est pas tout à fait la même surface et que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais la vérité est que ces rovers ne sont absolument pas conçus pour aller plus vite que quelques centimètres par seconde, voire moins. En effet, que ce soit pour Opportunity ou Curiosity, la route d'un rover n'est pas tracée au préalable. Le tracé se fait chaque jour par des contrôleurs situés sur Terre, grâce aux données récoltées par le rover, mais surtout grâce aux satellites en orbite, tels que Mars Express ou Mars Reconnaissance Orbiter. Il en résulte que le rover ne peut se déplacer trop vite, et surtout à l'aveugle en raison des temps d'analyse et d'échange entre ce dernier et les autres organes de communication. La vitesse moyenne de Curiosity à la surface de Mars est d'à peine 50 mètres par jour seulement.
Sur le même type de comparaison entre robots et humains, on pourra souligner qu'entre 1969 et 1972, les 6 missions Apollo ont rapporté sur Terre un total de 382 kg d'échantillons lunaires. En comparaison, les sondes soviétiques Luna 16, 20 et 24 ont rapporté à L3 un total de 320 g d'échantillons. C'est à peu près 1200 fois plus. Enfin, pour terminer cette comparaison, il est important de rappeler que la flexibilité et la capacité à improviser d'un robot par rapport à un humain n'est pas comparable, car là où le rover est limité par sa programmation et les outils à sa disposition, l'homme a quant à lui la capacité d'analyser et de prendre des décisions réfléchies en faisant directement face aux situations qui se présentent. Pour illustrer cela, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes le 11 décembre 1972, et l'équipe d'Apollo 17 vient d'atterrir sur la Lune. Alors que les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt, surnommés Jack, terminent leur première sortie extravéhiculaire avec le rover lunaire, un marteau qui dépassait d'une des poches de la combinaison de Eugene va venir se coincer sous le garde-boue du rover et l'arracher. Oh, you won't believe it. You did it again. Oh, there goes the fender. Oh, shoot. Vous me demanderez probablement pourquoi est-ce qu'un garde-boue manquant est si problématique. Premièrement, si ce garde-boue n'était pas important, la NASA ne l'aurait assurément pas mis, car on ne rajoute pas de masse inutile à une mission. Mais pour être plus précis, le problème est que, sans les garde-boue, la poussière lunaire appelée régolithe peut s'avérer très dangereuse en présence d'une très faible gravité. En effet, non seulement cette poussière irait recouvrir les astronautes et s'infiltrer dans tous les recoins de la combinaison, mais cette dernière pourrait également endommager le matériel, car une fois un objet recouvert de cette poussière grise, la lumière du soleil serait davantage absorbée par le régolithe, chauffant et abîmant ainsi les appareils recouverts. Eugene Cernan va donc dans un premier temps essayer de recoller les morceaux avec du ruban adhésif, mais cela ne fonctionnera pas car le régolithe viendra entraver à l'adhésivité du scotch. La solution leur sera alors apportée par l'équipe au sol qui leur proposera de construire un garde-boue de fortune avec, et là vous ne devinerez jamais, quelle merveilleuse idée. Sur les 28 cartes qu'ils possédaient, 4 ont donc été scotchées et fixées avec des pinces pour réparer le garde-boue. Alors oui, on peut en rire dans un premier temps, mais cela justifie bien qu'un homme pourra toujours improviser face à une situation délicate, à un problème. Et comme nous le verrons, nombreux sont les problèmes qui nous attendent sur Mars. Bon, passons à la suite. Pour les gouvernements qui allouent les budgets à de tels programmes spatiaux, cela est un investissement économique. Et qui dit investissement économique, dit retour sur investissement. Même s'il est très difficile d'évaluer un retour sur investissement en termes d'argent propre dans notre cas, il ne faut pas négliger les autres aspects économiques qu'un tel programme apporte. Nous pouvons souligner qu'un tel programme spatial qui se développe sur plusieurs années crée de nombreux postes. On estime qu'entre 1960 et 1963, lors du développement du programme Apollo, les effectifs de la NASA ont considérablement augmenté, comme en témoignent ces estimations. Par ailleurs, l'ampleur d'un tel projet demande l'implication de nombreux acteurs industriels du pays, non spécialisés dans le spatial pour beaucoup, mais pour que ces derniers y contribuent usant chacun de leur savoir-faire propre. Mais pour évoquer notre dernier argument économique, nous devons aborder un nouveau point. Peut-être le saviez-vous déjà, mais nombreuses sont les technologies que nous utilisons chaque jour qui sont issues du développement de technologies spatiales. Les exemples sont multiples, mais nous allons en évoquer deux. Pour commencer, il y a de fortes chances que votre smartphone ait un rapport avec ce que je raconte. Pour la petite histoire, dans les années 90, le physicien et ingénieur Eric Fossum est embauché par le Jet Propulsion Laboratory pour son expertise sur les capteurs d'images numériques. Il est alors convaincu qu'il est possible de développer un nouveau type de capteur d'image à l'aide d'une technologie de fabrication appelée le CMOS. Ce dernier serait plus petit, plus léger et surtout plus performant que la technologie qui illumine en ce temps-là, le capteur CCD. Je ne rentrerai pas dans le détail des deux technologies dans cette vidéo, mais il faut retenir que la plupart de ses collègues et des grands acteurs de l'industrie doutaient fortement qu'un tel capteur puisse être développé, et ce à cause des études sur le sujet depuis les années 60. Malgré cela, d'autres compagnies firent confiance à Eric Fossum et son équipe et leur permirent de développer leur technologie. Le CMOS a ainsi permis de grandement diminuer la taille des capteurs, tout en facilitant leur fabrication, en augmentant leur performance et en réduisant la puissance nécessaire à leur fonctionnement. Que demander de plus ? Aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans de nombreuses applications médicales, mais également dans la plupart des caméras de vos smartphones et même dans ce petit appareil que tout le monde connaît bien aujourd'hui. Seconde histoire de transfert technologique intéressante, le mini aspirateur sans fil. En 1979, Black & Decker présente leur nouvel aspirateur de main. Petit, pratique et comme son nom l'indique, sans fil. Mais la conception de cet appareil ménager a été rendue possible uniquement grâce aux travaux des ingénieurs de Black & Decker pour la NASA dans le cadre des missions Apollo. Dans les années 60, la NASA commande auprès de la compagnie une foreuse destinée à prélever des échantillons sur la Lune. L'appareil doit être petit, léger et surtout posséder une source d'alimentation indépendante qui fournirait une autonomie suffisante. Les travaux de Black & Decker aboutiront et le moteur développé par la compagnie se révélera si efficace et peu gourmand en énergie qu'ils l'utiliseront pour créer des appareils ménagers sans fil
dont le premier exemple sera le mini-aspirateur. Avec ces deux exemples, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de certaines technologies spatiales dans nos vies quotidiennes. Je suis pour ma part fasciné par ce sujet et ce sera avec plaisir que je vous parlerai plus en détail d'autres exemples méconnus dans de prochaines vidéos. Vous comprenez maintenant pour quelles raisons je liais progrès technologique et raisons économiques auparavant. Le développement technologique nécessaire aux exploits de l'exploration spatiale engendre par la suite la commercialisation de nouvelles technologies dont on ne peut se passer aujourd'hui et qui diversifient l'économie en donnant naissance à de nouvelles entreprises florissantes. Bien. Maintenant que je vous ai exposé toutes ces raisons plus ou moins valables pour justifier de façon rationnelle le fait d'aller sur Mars, il faudrait peut-être revenir aux bases de tout ça. Au-delà de toutes ces raisons pragmatiques, on peut tout simplement se questionner vis-à-vis de l'impact sur l'avenir de l'humanité qu'auront de telles missions d'exploration. Je pense qu'il est important de souligner une chose. Peu importe vos origines, je suis prêt à parier que vous ne tenez pas compte de qui posera le premier pied sur Mars. Je pense que chacun de nous désire uniquement voir un homme sur Mars, qu'il soit américain, français ou d'une autre nationalité. Ce type de mission interplanétaire fait partie des rares événements qui possèdent un impact sociétal considérable en nous unissant tous sous une seule bannière, celle des humains et non plus celle de notre pays. Alors je suis d'accord, si le premier homme sur Mars se révèle être français, alors nous serions d'autant plus contents. Mais cette joie se fera tout autant ressentir si ce n'est pas le cas. Cela vient tout simplement du fait qu'il s'agit pour la plupart d'entre nous d'un rêve d'enfant que l'on veut voir se réaliser et que l'on est grandement curieux de ce qui nous attend ensuite. Cela étant dit, la compétition que se mènent différents pays aujourd'hui pour un retour sur la Lune ou bientôt sur Mars est avant tout un avantage, puisque c'est dans la compétitivité que l'on retrouve finalement les plus grandes avancées et innovations. Et puis, si l'on fait abstraction 2 minutes des raisons évoquées juste avant, la raison pour laquelle nous devons envoyer un homme sur Mars devient limpide. L'avenir de l'homme passe par l'exploration. Imaginez juste un instant ce à quoi ressemblerait notre monde si les premiers hommes n'avaient pas décidé d'explorer les terres avoisinantes. Alors oui, il y a certaines personnes pour qui cela importe peu. Mais je suis de ceux qui pensent que l'homme ne peut évoluer vers la prochaine étape s'il ne continue pas à explorer. Car même si l'homme a encore beaucoup à découvrir sur Terre, imaginez un instant ce qu'il nous reste à découvrir dans notre univers. En ce sens, envoyer un homme sur Mars sera la première étape, je l'espère, d'un voyage sans fin aux confins de l'univers. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Destination Mars et bienvenue également sur la chaîne de Rocket Odyssey. Tout d'abord, mon but avec Destination Mars est d'explorer en plusieurs épisodes toutes les étapes ainsi que les défis technologiques qui nous attendent pour que l'homme puisse un jour atteindre la planète rouge. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas un expert à propos des voyages sur Mars, mais que je suis juste un passionné qui passe son temps à apprendre sur le sujet et qui souhaite le partager de façon simple au plus grand nombre. En ce qui concerne la chaîne, ce ne sera pas la seule série. Je suis avant tout un passionné d'astronautique et surtout de propulsion spatiale. Si je devais résumer le contenu qui arrivera sur la chaîne en 4 mots, ce serait lanceur, propulsion, histoire et exploration. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent, pensez à vous abonner. J'ai également une page Twitter que je vous invite à suivre si l'exploration et la propulsion spatiale sont des choses qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se reverra.